Tout le monde connaît Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, affectueusement surnommé le Vieux. Mais connaissez-vous vraiment la trajectoire complexe de cet homme à la destinée hors norme, qui fut chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, ministre en France, et enfin premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à sa mort en 1993. Découvrez cette incroyable histoire qui est aussi celle de la Côte d'Ivoire sur Equimanews. Il naît à Ngokro, vraisemblablement en 1905. Il est alors le petit-neveu de Yamousso, une reine baoulée. À la mort du chef du village, Kwassingo, vraisemblablement assassiné, le jeune Dia, son prénom de naissance, est appelé à devenir le nouveau chef du village. Compte tenu de son rang, l'administration coloniale décide de l'envoyer à l'école primaire supérieure en 1915. Cette même année, il se convertit au christianisme, qu'il considère comme un symbole de la modernité, et se fait baptiser Félix. Brillant élève, il intègre en 1919 l'école normale William Ponty, située sur l'île de Gorée, où il obtient son diplôme d'instituteur. Il enchaîne avec l'école de médecine de l'Afrique occidentale française à Dakar, dont il sort diplômé en 1925. C'est donc en 1925 qu'il commence sa carrière de médecin à l'hôpital d'Abidjan. Il y fonde une amicale du personnel indigène, mais cette initiative est vue d'un mauvais œil par l'administration coloniale, qui l'assimile à une formation syndicale. Il est ainsi muté en 1927 à Guiglo, puis, faisant preuve de réelles aptitudes professionnelles, il est promu en 1929 à Abengourou, à un poste jusque-là réservé aux Européens. À Abengourou, il est confronté aux injustices dont sont victimes les cultivateurs de cacao ivoiriens, exploités par les colons. Il prend la tête en 1932 d'un mouvement de planteurs africains hostiles aux grands propriétaires blancs, et à la politique économique du colonisateur qui défavorise les planteurs africains. En décembre, il publie un article engagé sous pseudonyme « On nous a trop volé », qui paraît dans un éditorial socialiste ivoirien. L'année suivante, Houphouët est appelé à prendre ses fonctions de chef de village. Il privilégie sa carrière de médecin et se désiste en faveur de son frère cadet Augustin. Mais son attitude déplaît. En 1938, son chef de service lui demande de choisir entre son poste de médecin et son engagement dans la politique locale. En 1939, le décès de son jeune frère acte son choix, et il décide de lui succéder à la tête du royaume. Il devient alors administrateur du canton d'Akoué et reprend en charge la plantation familiale, l'une des plus importantes du pays, qu'il diversifie avec notamment des cultures de caoutchouc, de café et de cacao. Il devient ainsi l'un des plus riches planteurs africains. En 1944, il fonde le syndicat agricole africain, un syndicat qui regroupe les planteurs africains mécontents de leur sort et qui se veut anticolonialiste et antiraciste. Il en devient le président. Le syndicat rencontre rapidement le succès et reçoit l'appui de près de 20 000 planteurs, ce qui déplaît fortement aux colons. Début 1945, il se rend à Dakar pour rendre compte de sa démarche auprès de Pierre Kournari, gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Au mois d'octobre, le gouvernement français décide de faire participer ses colonies à l'Assemblée constituante et organise en Côte d'Ivoire l'élection de 2 députés, l'un représentant les colons, l'autre les Ivoiriens. Houphouët se présente et est élu, grâce aux nombreux soutiens qu'il a acquis par son action syndicale. Il décide alors d'ajouter Boigny à son patronyme, qui signifie bélier, symbole de son rôle de meneur. Il devient ainsi Félix Houphouët-Boigny. À l'Assemblée nationale française, FHB s'attelle à mettre en application les revendications du syndicat agricole africain. Un projet de loi tendant à la suppression du travail forcé est ainsi adopté en 1946, sous le nom de loi Houphouët-Boigny. Le 9 avril 1946, Houphouët-Boigny transforme, avec l'aide des groupes d'études communistes d'Abidjan, le syndicat agricole africain en Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui devient rapidement une section territoriale du tout nouveau parti interafricain, le Rassemblement démocratique africain dont il devient président. Le RDA s'affilie alors avec le Parti communiste français, seul parti de la métropole ouvertement anticolonialiste. Cette alliance permettra au RDA de se faire entendre, bien que Houphouët-Boigny se défendra toujours de toute sympathie communiste. Alors que la guerre froide s'affirme, l'alliance devient de plus en plus préjudiciable au RDA, et Houphouët-Boigny est perçu par l'administration coloniale comme un stalinien. Une lourde répression commence alors à s'abattre contre le PDCI, le parti d'Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Des militants sont arrêtés, battus et parfois même torturés par la police. Biaka Boda, l'un des principaux dirigeants du parti, est retrouvé pendu et déchiqueté dans la forêt. Houphouët-Boigny commence à craindre pour sa vie quand la répression atteint son apogée en 1950, lorsque la quasi-totalité de la direction du parti est arrêtée. Les manifestations qui suivront seront durement réprimées par les forces de l'ordre et feront 13 morts parmi les manifestants. En octobre 1950, François Mitterrand, alors ministre de la France d'Outre-mer, convainc Houphouët-Boigny de rompre avec le Parti communiste, afin de désamorcer la crise. Réélu en 1951, Houphouët-Boigny entre au gouvernement français le 1er février 1956, étant devenu entre-temps une figure modérée politiquement, ne s'opposant pas par exemple à la guerre en Indochine. Il est par la suite à de nombreuses reprises ministre d'État, sous René Coty puis sous Charles de Gaulle. Ce dernier dira de Houphouët-Boigny qu'il est un cerveau politique de premier ordre,
qui soutiendra d'ailleurs De Gaulle lors de l'installation de la 5e République française. En avril 1957, le président du Ghana, Kwame Nkrumah, en déplacement en Côte d'Ivoire, appelle toutes les colonies d'Afrique à prendre leur indépendance. Houphouët-Boigny, alors président d'une Côte d'Ivoire autonome mais non indépendante à la suite de l'adoption de la loi cadre de fer en 1956 et des élections qui suivirent en 1957, n'est pas de cet avis. Il prône une communauté franco-africaine basée sur l'égalité et la fraternité, et souhaite une transition en douceur. Cependant, le 7 août 1960, Houphouët-Boigny proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire, poussé par l'écroulement de la communauté franco-africaine. Il gardera cependant des liens étroits avec Paris jusqu'à sa mort. Aux manettes de la nouvelle Côte d'Ivoire indépendante, Houphouët-Boigny travaillera immédiatement à l'instauration d'un pouvoir personnel. En 1960, il se lance dans l'écriture d'une nouvelle constitution, inspirée par les constitutions américaines et françaises qui limitent les pouvoirs du législatif et établissent un exécutif puissant. Son parti, le PDCI, devient le parti unique, ayant neutralisé tous les opposants s'indignant contre sa politique francophile en 1957, et Houphouët-Boigny continue de les écarter avec sa campagne de faux complots, le plus célèbre étant le complot du chat noir. Afin d'éviter toute tentative de putsch, il réduit au strict minimum les forces armées ivoiriennes, confiant la défense du pays à l'armée française, qui stationne à Port-Bouët à partir de 1961. Pour beaucoup, cette politique avantageuse envers l'État français fait de Houphouët-Boigny le principal partenaire de la France dans la région, ainsi que le principal architecte de la France-Afrique, avec Jacques Foccart. Il permet ainsi à la France de conserver son précaré africain, en pleine guerre froide. Cette décennie est aussi marquée par la création de la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, rattachée au ministère des Forces armées, et permettant à la fois d'alphabétiser la population et de diffuser les idées politiques de FHB. Dès le début de son règne, il fait le pari du développement agricole de la Côte d'Ivoire, en misant sur les cultures de cacao et de café. C'est une totale réussite puisque le pays enregistre, entre 1960 et 1973, un taux de croissance annuel moyen de 20%. La Côte d'Ivoire devient un exemple de réussite dans la région, et on parle de miracle ivoirien. Houphouët-Boigny gagne alors une image de sage de l'Afrique, et on le surnomme désormais affectueusement le Vieux. Cependant, à partir de 1978, l'économie ivoirienne connaît un sérieux ralentissement à cause de la chute des cours mondiaux du cacao et du café. Cette crise économique se prolonge, et à la fin des années 80, le niveau de vie des classes moyennes a largement diminué. Dans ces conditions, le régime dictatorial de Houphouët-Boigny est mal vu par la population, ce qui provoque une rupture entre le peuple et son régime, le PDCI étant miné par une corruption endémique. Durant les mouvements sociaux qui agitent la Côte d'Ivoire au début des années 90, l'armée ivoirienne commet des exactions, Houphouët-Boigny déclarant « Entre l'injustice et le désordre, je préfère l'injustice ». Durant toutes ces années au pouvoir, le Vieux aura profité de sa position pour amasser une fortune immense, puisqu'à sa mort en 1993, ses biens sont estimés entre 7 et 11 milliards de dollars, comprenant de nombreuses propriétés en région parisienne et bien évidemment des placements en Suisse. Le comble de la démesure réside dans le transfert de la capitale en 1983 d'Abidjan à son village natal Yamoussoukro, officiellement pour soulager Abidjan. Il y construit aux frais de l'État de nombreux édifices, le plus iconique étant la pharaonique basilique Notre-Dame de la Paix, inspirée de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Financée par sa fortune personnelle, elle est réalisée par la société française Dumez, pour un coût total de 1 à 1,5 milliard de francs français. Si vous avez l'occasion de visiter la basilique, ouvrez bien les yeux, ou vous risqueriez d'être surpris. Sur un vitrail, Félix Houphouët-Boigny est représenté en dessous du Christ. On trouve aussi dans sa résidence des crocodiles du Nil, animal auquel il aimait s'identifier. 28 ans après sa mort, il reste une icône pour bon nombre d'Ivoiriens et de nombreux politiciens se réclament encore de lui. Nous espérons que ce portrait vous a plu, à bientôt sur Equimanews, on est ensemble.